Le téléphone a sonné dans le silence glacé du palais de Ouagadougou, brisant la nuit d'une seule vibration métallique. À l'autre bout de la ligne, la voix de Benjamin Netanyahou imposait un ultimatum de 48 heures, plier ou disparaître. Mais que devient un dirigeant africain quand la menace ne vient plus des fusils, mais des fils téléphoniques? Ibrahim Traoré, lui, a choisi de répondre sans trembler. Ce geste, minuscule dans l'ombre, allait enflammer un continent entier. L'appel n'était pas seulement une menace diplomatique, mais une épreuve de souveraineté. En refusant de céder, Ibrahim Traoré a placé le Burkina Faso face à la plus grande équation de son histoire récente. Survivre sans se soumettre, reconstruire sans renoncer. Ce choix, qui semblait suicidaire pour certains observateurs, a révélé un calcul plus profond: reprendre le contrôle d'un destin longtemps dicté par d'autres. Dans les couloirs du pouvoir, les conseillers parlaient de sanctions, d'isolement, de faillite économique. Mais pour le capitaine devenu président, le véritable risque n'était pas matériel, il était moral. Car un pays peut perdre ses mines, ses banques ou ses alliances, mais s'il perd sa dignité, il n'existe plus. Cette conviction allait guider chacune des 14 étapes d'une résistance sans précédent, où la parole d'un homme allait devenir celle d'une nation entière. Et tandis que les projecteurs étrangers guettaient de sa chute, Ibrahim Traoré préparait silencieusement sa réponse. En 48 heures à peine, tout avait basculé. 3 appels, 3 continents, 3 réponses qui allaient redessiner la carte du pouvoir africain. Le premier venait de Jérusalem, le second de Moscou, le troisième de Pékin, et chacun portait un ton différent entre menaces, promesses et calculs. C'est cette séquence, d'une densité rare, qui révèle le cœur de la crise. Le Burkina Faso, petit État enclavé de 16 millions d'habitants, se retrouvait soudain au centre d'une bataille mondiale pour l'influence. Le soir de l'ultimatum, Ibrahim Traoré, ancien officier du Sahel, savait que sa décision ne se limiterait pas à une question de contrat minier. Derrière les chiffres, 48 heures, 3 appels, 1 nation, se jouait une équation bien plus vaste, celle de l'autodétermination africaine face aux pressions croisées d'alliés et d'adversaires. Le contexte diplomatique de l'époque était explosif. Le Niger et le Mali venaient de rompre avec leurs anciens partenaires occidentaux. Les sanctions régionales étouffaient les économies locales. Les opinions publiques réclamaient une souveraineté réelle. Dans ce tumulte, la voix d'un jeune président devenait le catalyseur d'un discours continental. Pour ses partisans, il incarnait la résistance à la dépendance. Pour ses opposants, un risque de rupture totale avec le système international. Mais sous la surface, un détail changeait tout. Traoré ne cherchait ni confrontation ni gloire, seulement la cohérence d'un principe simple. Aucune nation ne devrait obéir à la peur. Ce principe, énoncé dans l'ombre d'un bureau éteint, allait se propager comme une onde, traversant les frontières, les chancelleries et les imaginaires. C'était le début d'une histoire où les heures comptées deviendraient des années de résistance. Lorsque l'aube grise s'est levée sur Ouagadougou, Ibrahim Traoré n'était plus seulement un président en exercice, mais un symbole naissant. Autour de lui, les conseillers les plus proches savaient que chaque mot prononcé pendant cette nuit décisive allait peser sur le destin national. Son calme, presque militaire, contrastait avec la tension qui envahissait la salle de crise. Loin de céder à la panique, il dictait ses ordres d'une voix mesurée. Convoquer le ministre de la Défense, mobiliser la cellule de cybersécurité, établir la liste des partenaires fiables. En moins d'1 heure, le pays avait basculé dans une économie de guerre diplomatique. Les ambassades occidentales demandaient des explications. Les chaînes internationales diffusaient déjà les premières fuites. Et pourtant, dans les rues, le silence demeurait. Puis, un détail infime changea le ton. À la radio nationale, une phrase simple fut diffusée sans commentaire. Le Burkina Faso ne pliera pas. En quelques minutes, des milliers de foyers allumèrent leurs transistors. Le message circula de bouche en bouche, des quartiers populaires aux garnisons militaires.
Dans ce premier frisson collectif, on sentait déjà une énergie nouvelle, celle d'un peuple qui découvre sa propre voie. Pour Ibrahim Traoré, le combat cessait d'être théorique. Il devenait humain, viscéral, partagé. Et dans ce regard tendu vers l'extérieur, il comprit que la première victoire ne serait pas diplomatique, mais intérieure, celle de la dignité retrouvée. La première heure après l'appel fut un orage silencieux. Les lignes diplomatiques crépitaient, les serveurs du palais saturaient, les ordres circulaient sans pause. Un communiqué interne avertissait. Toute fuite d'informations sera considérée comme une trahison. Au même moment, les rues de Ouagadougou demeuraient étrangement calmes, comme suspendues dans l'attente. À midi, un avion civil venant d'Europe fut dérouté sans explication. Les médias étrangers parlaient déjà de rupture. Le soir, un second message radio confirma ce que tous redoutaient. Le Burkina Faso venait de suspendre plusieurs accords de défense. Dans les chancelleries, on parla de provocation. Dans les cafés, on parlait d'espoir. Ibrahim Traoré, au centre de ce tourbillon, enchaîna 3 appels stratégiques. Caracas, Moscou, Pékin. Chacun d'eux devint un maillon d'un réseau de survie. Au Venezuela, Nicolás Maduro promit un appui logistique discret. À Moscou, Vladimir Poutine assura la coopération en cybersécurité et en renseignement. À Pékin, un soutien financier conditionnel fut évoqué pour éviter l'effondrement économique. Ces gestes, modestes en apparence, formaient une architecture parallèle, une Afrique capable de dialoguer sans passer par l'Occident. Lorsque la nouvelle se répandit, les réactions furent immédiates. Des rassemblements spontanés surgirent sur les places publiques. Des drapeaux burkinabés flottaient aux côtés de pancartes peintes à la main. Nous décidons pour nous-mêmes. Les voix des étudiants, des travailleurs, des soldats à demi-solde s'unissaient dans un même cri. L'effet domino s'étendit au-delà des frontières. Au Mali, au Niger, au Ghana, des cortèges défilaient pour soutenir la résistance. Les chancelleries occidentales comprirent que le message dépassait le seul cas burkinabé. Une marée politique était en train de naître. Chaque communiqué de condamnation renforçait paradoxalement le prestige du capitaine devenu président. Dans les journaux internationaux, son visage apparaissait en une, souvent accompagné d'un mot nouveau, souveraineté. Mais derrière la ferveur populaire, le danger restait tangible. Des cyberattaques frappèrent dans les réseaux bancaires. Des campagnes de désinformation se mirent à inonder les réseaux sociaux, accusant le régime de dérive autoritaire. Le gouvernement répliqua par une transparence inattendue. Diffusion publique des chiffres économiques, débats ouverts à la radio nationale, conférences de presse quotidiennes. Le discours officiel ne se contentait plus de défendre un pays. Il redéfinissait un modèle. Au bout de 48 heures, les cartes étaient rebattues. Le Burkina Faso n'était plus isolé, il était observé. Et Ibrahim Traoré, qui n'avait jamais cherché la gloire, se retrouvait désormais au cœur d'un récit que tout un continent s'appropriait, celui d'une Afrique décidant enfin de ses propres lignes rouges. 3 jours après le refus de l'ultimatum, les premiers indicateurs économiques tombèrent. Le franc burkinabé perdit 9% de sa valeur face à l'euro. Les importations de carburant chutèrent de 13%. Et plus de 2000 tonnes de bauxite restèrent bloquées aux frontières. Les analystes prédisaient l'effondrement du pays. Pourtant, 48 heures plus tard, un phénomène inverse se produisit. Les transferts des diasporas augmentèrent de 32%. Signe qu'une solidarité financière prenait racine hors du cadre officiel. Les économistes de Ouagadougou dressèrent un premier tableau. Déficit prévu, 4,8% du PIB, mais hausse parallèle des réserves d'or et reprise partielle des exportations agricoles. Ces chiffres, que le gouvernement publia chaque soir, constituaient une stratégie nouvelle. La transparence comme arme contre la rumeur. Les stations locales diffusaient les bilans détaillés. Voyez, les réseaux communautaires vérifiaient, corrigeaient, traduisaient en langue nationale. L'information cessait d'être un instrument de contrôle pour devenir un acte de résistance.
Ibrahim Traoré comprit que la bataille la plus redoutable serait celle des perceptions. Il ordonna la création d'un tableau de bord hebdomadaire, indice de prix, disponibilité de l'énergie, taux de participation civique. Au bout d'une semaine, les chiffres bruts racontaient une autre histoire. La consommation électrique avait baissé de 12%. L'engagement citoyen sur les plateformes publiques avait augmenté de 40%. Et le nombre de micro-entreprises enregistrées connaissait une hausse de 18%. Sous la contrainte, le pays s'était mis en mouvement. Les comparaisons régionales révélèrent un contraste frappant. Alors que certains voisins perdaient des contrats internationaux, le Burkina Faso signait de nouveaux accords de troc, céréales contre carburant, services informatiques contre pièces détachées. Cette flexibilité, jugée marginale par les économistes occidentaux, devint une école de survie pour tout le Sahel. En moins d'un mois, le commerce parallèle légal représenta près de 27% du volume total des échanges. Le pays, loin de s'effondrer, changeait d'orbite économique. Mais chaque succès chiffré cachait un coût humain. Les coupures d'électricité quotidiennes dépassaient désormais les 6 heures. Les prix des denrées avaient grimpé de 22%. Les familles s'organisaient, groupes d'entraide, jardins communautaires, transports collectifs improvisés. Les indicateurs sociaux montraient la même dualité. Pauvreté accrue, mais cohésion renforcée. Et c'est précisément cette cohésion, mesurable et visible, qui donna au discours présidentiel un poids inédit sur la scène africaine. En observant ces courbes, un diplomate résuma. Statistiquement, le Burkina Faso aurait dû s'écrouler. Moralement, il s'est redressé. Les chiffres devenaient récits. Et derrière chaque pourcentage, Ibrahim Traoré voyait une preuve que la résistance n'était plus une posture, mais une économie en gestation. Pendant que les chiffres circulaient, les diplomates s'affrontaient sur les plateaux télévisés. Pour certains analystes européens, la décision d'Ibrahim Traoré menaçait l'équilibre régional. Rompre avec les partenariats militaires revenait, disait-il, à désarmer un État déjà vulnérable. Leur argument tenait en une phrase. Sans appui extérieur, aucune nation du Sahel ne pouvait résister aux pressions combinées du terrorisme, de la sécheresse et du marché mondial. Face à eux, une autre voix se levait, celle d'intellectuels africains, d'anciens ministres ou de journalistes indépendants qui défendaient l'idée inverse. Ils rappelaient que la dépendance économique prolongée avait étouffé toute initiative locale. Selon leurs données, sur 10 projets financés par l'étranger entre 2010 et 2020, 7 s'étaient arrêtés dès la fin des subventions. Le vrai danger, disait-il, n'était pas le retrait, mais la perpétuation d'un modèle qui rendait chaque crise extérieure fatale. Dans les amphithéâtres d'universités africaines, des débats passionnés éclataient. « Avons-nous peur de la liberté ?» demandait un étudiant de Bamako. La question résonna bien au-delà du campus. Elle résumait le dilemme d'un continent partagé entre prudence et dignité. Les opposants internes à Traoré insistaient. L'isolement diplomatique pouvait coûter des milliers d'emplois, accentuer la pauvreté, fragiliser les services publics. Mais ses partisans répondaient par les chiffres même du gouvernement. Malgré la chute des aides, le taux d'investissement national progressait de 6%. Et les exportations agricoles avaient doublé grâce à de nouveaux circuits africains. Dans ce bras de fer, aucun camp n'avait totalement tort. La vérité se situait peut-être dans la complexité des transitions. Il fallait rompre sans s'effondrer, reconstruire sans renier. Ibrahim Traoré lui-même, conscient de cette ligne étroite, multipliait les signaux d'ouverture. Dialogue public, missions humanitaires, invitation aux observateurs étrangers. Il ne s'agissait plus d'un repli, mais d'une redéfinition.
Et c'est dans ce débat, souvent houleux, que naquit la première articulation claire du nouveau paradigme burkinabé. Une indépendance qui ne rejette personne, mais qui se négocie d'égal à égal. Cette phrase, glissée dans un rapport interne, résumait l'instant charnière. Le pays venait de passer d'une résistance instinctive à une stratégie assumée. Les alliances tissées dans l'urgence devenaient architecture diplomatique. Là où l'on parlait de survie, on parlait désormais d'autonomie planifiée. Les premiers observateurs étrangers admiraient Doumou, à demi-mot la discipline d'un gouvernement isolé mais organisé. Les réunions du soir ressemblaient à des séminaires. Chaque ministre présentait son indicateur. Chaque conseiller calculait les marges d'erreur. Au-delà des chiffres, une conviction se consolidait. L'indépendance n'était plus un slogan, mais une méthode. Ibrahim Traoré, dans une allocution de 5 minutes retransmise à la radio, formula la rupture d'un ton calme. « Nous ne demandons pas la charité, mais le respect. » Cette phrase, reprise dans 22 capitales africaines, devint l'équivalent d'un manifeste. Elle circulait sur les murs, les téléphones, les cahiers d'écoliers. Une conscience régionale prenait corps. Pour la première fois, le Burkina Faso cessait d'être défini par ses manques. Il devenait le miroir d'une possibilité. Et tandis que les projecteurs internationaux attendaient un effondrement spectaculaire, c'est un autre spectacle qui commença. Celui d'un peuple ordinaire qui s'organise, apprend, improvise et transforme la menace en modèle. Les semaines suivantes transformèrent le Burkina Faso en véritable laboratoire politique. Dans les marchés, les enseignants parlaient d'économie, les chauffeurs citaient la Constitution, les étudiants débattaient de souveraineté. Le mot indépendance, si longtemps abstrait, avait repris chair. Il s'entendait au détour d'une conversation, d'un sermon ou d'un cours de lycée. Le premier impact fut psychologique. La peur de l'isolement s'était muée en fierté collective. Sur les réseaux communautaires, des milliers de messages circulaient. Nous n'attendons plus les ordres. Nous construisons notre chemin. Cette ferveur, que les diplomates étrangers jugeaient éphémère, résista au temps. Les services civiques enregistrèrent une hausse de participation de 20. Et les dons nationaux pour soutenir les infrastructures atteignirent 7 milliards de francs CFA en un mois, un record absolu. Mais l'effet le plus visible fut la recomposition régionale. Le Mali et le Niger, déjà engagés dans une logique similaire, accélérèrent leur coordination militaire et commerciale. Un conseil tripartite naquit à Niamey. Objectif, mutualiser les ressources énergétiques et sécuritaires. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparut non plus comme un simple chef d'État, mais comme le pivot d'un nouvel axe sahélien. L'Union africaine, d'abord prudente, dut reconnaître la portée symbolique de ce mouvement. Plusieurs de ces commissions intégrèrent désormais la notion de souveraineté stratégique. Au plan économique, les effets furent contrastés. La contraction du PIB atteignit 3%, mais les filières locales s'étaient réorganisées. Coopératives agricoles, petites mines, ateliers de maintenance. Des réseaux d'entrepreneurs émergèrent pour compenser la perte des capitaux étrangers. Les prix montaient, certes, mais la circulation interne s'intensifiait. Pour la première fois, les producteurs ruraux fixaient leurs tarifs sans intermédiaire. Cette mutation silencieuse réorientait la valeur vers l'intérieur. À l'international, le ton changeait également. L'Amérique latine saluait une leçon de dignité. L'Asie observait une économie de résilience. Et en Europe, certains éditorialistes osaient la comparaison avec les révoltes d'indépendance du XXe siècle. L'image d'un petit pays sans armée majeure, mais debout face à la pression, redessinait les cartes mentales de la diplomatie mondiale. Pour le peuple burkinabé, cette reconnaissance n'était pas une victoire. Elle confirmait simplement que la voie choisie était praticable. Les enfants grandissaient avec l'histoire d'un président qui avait dit non à une puissance étrangère et oui à son peuple. Ibrahim Traoré réapparut alors à la télévision, sobre, sans décor, pour rappeler « Notre combat n'est pas contre quelqu'un, il est pour quelque chose.
Pour plier ses potes. Ces mots, simples et droits, furent donc traduits dans 17 langues africaines et gravés sur les murs des écoles. L'onde de cette décision dépassait déjà le Burkina Faso. Elle touchait le cœur de l'Afrique. Cette zone longtemps traitée comme périphérie, qui redevenait centre d'elle-même. Ce fut la véritable conséquence. Une reconquête de la parole, plus puissante que n'importe quelle sanction. À l'issue du premier trimestre de résistance, le pays se tenait à un carrefour. Les marchés avaient rouvert, les exportations minières restaient limitées, mais la cohésion sociale se consolidait. L'avenir dépendait désormais de 3 chemins possibles que les conseillers du président présentèrent sous forme de scénarios. Le premier scénario est celui de la consolidation pragmatique. C'est la voie la plus réaliste. Le Burkina Faso stabilise ses alliances actuelles avec la Russie, la Chine et le Venezuela, tout en maintenant un dialogue minimum avec les partenaires occidentaux. Les indicateurs économiques restent fragiles, mais les circuits parallèles de troc et de production locale s'élargissent. L'inflation est demeure sous contrôle, autour de 7%. Le pays ne triomphe pas, il tient. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré maintient sa ligne. Indépendance, sans isolement, dignité, sans rupture. Une lente normalisation s'installe, soutenue par la confiance populaire. Le deuxième scénario est celui de l'élan continental. C'est la perspective la plus ambitieuse. Les pays du Sahel unifient leurs forces économiques et sécuritaires dans une confédération régionale. Les investissements africains et asiatiques se multiplient. Un corridor commercial relie Ouagadougou à Bamako et Niamey. Le Burkina Faso devient centre d'expertise en cybersécurité et en agriculture durable. L'Union africaine, sous la pression de cette réussite, adopte une charte d'autonomie économique. Ce scénario repose sur la cohérence politique et la continuité des réformes. La moindre division interne pourrait tout compromettre. Enfin, le troisième scénario est celui de la tempête du repli. C'est le risque que redoutent les observateurs. Les sanctions financières se durcissent, les partenaires alternatifs tardent à livrer leur aide, les tensions sociales renaissent. Les réseaux d'approvisionnement s'effondrent, l'économie informelle reprend le dessus. Une minorité politique exploite le mécontentement pour réclamer un retour aux anciens accords. Si ce scénario s'impose, le pays replongerait dans la dépendance et l'épuisement moral. Entre ces chemins, aucun n'est écrit d'avance. Le futur dépend de la capacité du peuple burkinabé à transformer la résistance en vision. Et, comme le répète souvent Ibrahim Traoré, une nation se juge moins à ce qu'elle subit qu'à ce qu'elle construit après. Cette phrase, gravée au fronton du palais présidentiel, résonne comme le point d'équilibre entre courage et lucidité. Dans les mois qui suivirent, le changement le plus profond ne se mesura pas en chiffres, mais en attitude. Les Burkinabés, longtemps habitués à courber le dos devant la fatalité, redressaient désormais les épaules. Les conversations quotidiennes s'étaient déplacées. On ne parlait plus de ce que l'on recevait, mais de ce que l'on pouvait bâtir soi-même. Dans les villages du Nord, les enseignants reprenaient les cours sous des abris improvisés, refusant que les coupures d'électricité deviennent des coupures de savoir. Les marchés, bien qu'appauvris, vibraient d'une énergie nouvelle. Les femmes, premières touchées par les pénuries, réorganisaient la production vivrière. Elles créaient des coopératives, échangeaient des semences, fondaient de petits fonds communautaires. Ces gestes minuscules, multipliés des milliers de fois, devinrent les fondations d'une économie morale et concrète. Les jeunes, eux, s'emparaient des réseaux sociaux non plus pour suivre les tendances étrangères, mais pour diffuser des tutoriels, des campagnes de solidarité, des poèmes de résistance. Ibrahim Traoré encouragea ce mouvement silencieux en lançant les Journées de l'initiative nationale. Durant une semaine, écoles, universités et mairies débattaient publiquement des projets locaux, irrigation, recyclage, alphabétisation. L'État devenait partenaire de la société civile. Et cette coopération, fragile mais réelle, redonna au mot patrie un sens qu'on croyait perdu. Dans les quartiers de Ouagadougou,
Les artistes transcrivaient alors la crise à leur manière. Peintres, rappeurs, conteurs et cinéastes racontaient là les 48 heures fondatrices comme on raconte une légende. Les visages fatigués des travailleurs, les slogans griffonnés sur les murs, les regards d'enfants devant les drapeaux défraîchis. Tout devenait matière à création. Sous les apparences du chaos, une identité collective renaissait. Et quand Ibrahim Traoré visitait ses ateliers, il n'y voyait pas une mise en scène, mais la confirmation qu'un peuple avait commencé à se raconter lui-même. Après la tempête initiale, le gouvernement se remit à penser l'avenir comme un plan et non plus comme une riposte. Autour d'Ibrahim Traoré, une cellule restreinte de techniciens, d'économistes et de stratèges militaires élabora une feuille de route en 5 axes. Le premier axe de cette feuille de route éduque la sécurité alimentaire. L'objectif est d'atteindre l'autosuffisance en 2 ans. Des terres abandonnées furent réaffectées, des coopératives subventionnées et des programmes d'irrigation mis en place à l'aide de technologies venues d'Asie. Chaque région devait produire ce qu'elle consommait, principe simple mais révolutionnaire pour un pays habitué aux importations. Le deuxième axe porte sur la souveraineté numérique. Un partenariat avec plusieurs universités africaines permit de créer une plateforme de cybersécurité commune. Les données nationales, jusque-là hébergées à l'étranger, furent rapatriées. Des jeunes codeurs formés localement devinrent les gardiens d'un nouvel espace stratégique. L'indépendance informationnelle. Le troisième axe concerne la diplomatie horizontale. Le Burkina Faso signe des accords bilatéraux avec 15 nations du Sud, fondés non sur l'aide, mais sur l'échange. Un réseau commercial parallèle vit le jour, appuyé sur le troc, la compensation et les monnaies locales. C'était un pari, transformer la faiblesse en inventivité. Le quatrième axe vise la réforme éducative. Les manuels scolaires intégraient désormais les 48 heures sans de résistance comme étude de cas. L'école redevenait le lieu où l'on apprend à comprendre le monde. Pas à l'imiter. Enfin, le cinquième axe est consacré à la transition énergétique. Solaire, biomasse, micro-barrages. La carte du pays se couvrit de nouveaux points lumineux. Les coupures, autrefois symboles de dépendance, devinrent symboles d'efforts collectifs. Pour Ibrahim Traoré, cette feuille de route n'était pas un programme politique. C'était une méthode pour rester debout. Et tandis que la communauté internationale observait avec scepticisme, le pays avançait, lentement, sûrement, vers une forme d'équilibre que personne n'avait prévue. 3 ans après la nuit du téléphone, les échos de cette sonnerie résonnent encore dans la mémoire collective. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un président, mais celle d'un peuple qui avait osé répondre autrement. Les rues de Ouagadougou, désormais plus éclairées qu'autrefois, gardent le souvenir de ces heures suspendues où tout semblait possible. Les anciens racontent aux enfants comment, en 48 heures, un pays sans armes puissantes avait défié l'ordre du monde. Dans chaque récit, le nom d'Ibrahim Traoré revient comme une ponctuation tranquille. Non pas un héros invincible, mais un témoin du courage ordinaire. On dit qu'il continue de travailler la nuit, la lumière d'une lampe posée sur des piles de dossiers, entourée de cartes et de chiffres. Il sait que la victoire n'est jamais définitive, qu'elle se défend chaque jour contre l'usure, la peur, la tentation du renoncement. À travers les chansons, les films et les cérémonies, le geste initial, celui d'un refus, s'est transformé en légende fondatrice. Il rappelle que la dignité d'une nation ne se décrète pas, elle se vit, se cultive, s'éduque. Et quand la capitale s'endort, le murmure revient, discret mais tenace. Nous ne négocions pas notre liberté. Cette phrase, transmise de bouche en bouche, est devenue le cœur battant d'un continent en éveil. Au matin du nouveau jour, Ouagadougou s'éveillait dans une lumière paisible. Les rues, encore marquées par les cicatrices des derniers mois, vibraient d'une étrange sérénité. Les gens reprenaient leur routine, non pas comme avant, mais avec une conscience différente.
celle d'avoir participé à une histoire plus grande qu'eux. Les radios diffusaient à des chroniques d'espoir. Les journaux parlaient d'un avenir sans majuscules inutiles. La crise avait laissé des ruines, certes, mais aussi un héritage, celui d'un peuple qui s'est découvert capable de décider. Au-delà des frontières, d'autres nations observaient en silence, mesurant la portée d'un geste devenu symbole. Ibrahim Traoré, toujours sobre, évitait les discours grandiloquents. Ses mots tenaient en une phrase. L'indépendance ne s'impose pas, elle se prouve chaque jour. Ce n'était plus un slogan politique, mais une leçon intime pour tout un continent. La dignité, la patience et la responsabilité formaient désormais le triptyque d'un futur possible. Le Burkina Faso n'avait pas seulement résisté, il avait réappris à croire. Et si cette histoire parle d'un pays africain, elle s'adresse aussi au monde entier. Elle demande: jusqu'où une société peut-elle aller pour défendre le droit d'exister selon sa propre mesure? La réponse, discrète mais persistante, murmure dans chaque cœur: se tenir debout, encore et toujours.